Bonsoir à tous, bienvenue dans Backcheck XXL, c'est samedi soir, vous en avez plus évidemment que les autres soirs. Pourquoi? Parce qu'on parle de National League, il y avait 5 matchs au programme bien sûr. On va parler également de NHL, puis on va parler d'ici quelques instants de suspension. Florence Schelling et Serge Pelletier sont avec nous. Serge, qu'est-ce que tu vas retenir de cette soirée? Première victoire d'Arnaud Delcourteau à la barre des LSC Lions. Eh oui, Florence. Le 9e blanchissage de Leonardo Giannoni. Week-end très difficile pour Fribourg-Gotteron. 2 matchs, 0. Mais oui, mais vous l'avez compris ce soir, c'était Saturday Night Fever du côté du Hallenstadion. Première victoire du mage Arnaud Delcourteau. D'ailleurs, on a eu une première réaction à chaud d'Arnaud Delcourteau après cette première victoire. Il a fait « Voilà ». En effet, il faut la gagner la première, c'est toujours la plus importante, on va en parler d'ici quelques instants. Mais avant cela, on a voulu ouvrir cette émission avec un thème de discussion assez large puisqu'on va parler de suspension et on va parler de matchs manqués également. Parce que Stéphane, on est parti, j'ai envie de dire, du postulat qu'on dit souvent « Ah oui, mais vous savez, avec toutes ces suspensions, on voit des vilains gestes, on voit des charges, et puis ensuite, il y a des joueurs qui sont absents, et finalement, on a l'impression que le joueur qui reçoit la suspension s'en sort toujours bien par rapport au nombre de matchs manqués finalement par la victime. Oui, ce qui est faux, alors, on a préparé un tableau pour vous. Vous allez voir que le constat est assez éloquent. Si on partait de ce principe-là, ben voilà, les joueurs seraient... ce ne serait pas vraiment dans le sens qu'on pense. Regardez, si vous avez d'abord la suspension attribuée, on parle de Predretti jusqu'à Moziman, c'était hier soir, et on a l'absence du joueur blessé. Il y avait des joueurs blessés tout à droite et le nombre de matchs, l'absence, c'est un nombre de matchs ratés. Si vous regardez... Schiavoni, 6 matchs de suspension, c'est un récidiviste. Donc, il y avait eu 3 matchs pour la récidive, 7 matchs d'absence pour Elbling. Lindbaum, 2 matchs de suspension, 6 matchs d'absence pour Rubin. Ensuite, il y a Marc Vizère, 3 matchs de suspension. Martinson, 3 matchs. Probablement beaucoup plus, mais pour l'instant, il en a raté 3. Regardez ensuite Diaz, 2 matchs pour l'instant, 2 matchs ratés par Mitchell, mais probablement beaucoup plus, on ne peut pas le pondérer. Et Chervet, 4 matchs, Rowe n'a pas raté, lui, de match. Et hier soir, Moziman est allé d'une très vilaine charge contre Dino Vizère, qui lui est commotionné, donc on est en... Et regardez, il y a beaucoup de gestes qui ont été suspendus sévèrement, 1 à 3 matchs de suspension, où les joueurs, finalement, ont pu terminer la rencontre ou n'ont tout simplement pas été blessés, en tout cas touchés sérieusement. Alors, ça fait quand même un petit peu réfléchir. Si vous regardez le total, c'est 29 matchs de suspension versus 14 matchs ratés pour l'instant. Alors, évidemment, pour Mitchell, ça risque de se prolonger et pour Martinson aussi, donc ce qui ferait augmenter le total. Mais c'est vrai que là, on perd un peu les gens qui disent que les joueurs devraient s'absenter autant que le joueur. Bien, si le joueur n'est pas blessé, ça veut dire qu'on ne devrait pas le suspendre. Donc, c'est vraiment étrange. Quand on fait vraiment le constat de tout ça, on se rend compte que nos vérités ne sont pas toujours là où on pense. Serge. Effectivement, non. Je pense que sur cette théorie, justement, de laisser le joueur au repos tant et aussi longtemps que, admettons que le joueur soit blessé et puis suspendre le joueur pour la durée de l'absence du joueur blessé, je crois que c'est un faux débat parce que, je veux dire, on pourrait utiliser, par exemple, un joueur qui n'a aucune importance dans une équipe, aller blesser un autre joueur. Alors, ça ferait justement aucun sens d'appliquer cette théorie au niveau des joueurs suspendus. Peut-être d'une manière générale, Florence, est-ce que vous pensez qu'on est assez sévère au niveau des matchs, justement, de suspension qu'on met aux joueurs? Est-ce que vous pensez qu'on peut aller plus loin encore? On a beaucoup parlé, par exemple, du geste de Chervet récemment, avec 4 matchs de suspension pour les charges à la tête, et on dit 3 matchs ou 4 matchs. Est-ce que vous pensez que c'est assez ou qu'on pourrait donner plus, justement? Je trouve difficile à dire. C'est clair qu'on peut toujours donner encore plus parce que je trouve quand même c'est quand même grave les pénalités qu'ils font ou bien les charges qu'ils font. Ils sont graves. Donc, je vois très bien qu'on pourrait donner plus. Je ne sais pas si ça serait à quelque chose.
Ouais, ben on voit. En tout cas, c'est ça la question. question. C'est ça la question, c'est que quand on suspend un gars pour 2-3 matchs, prenez l'exemple de Marc Vizère, 2-3 matchs, c'est un mardi, puis un petit week-end avec la copine, ou c'est un petit week-end de congé, mais est-ce que ça va changer drastiquement sa carrière? Est-ce que le joueur est vraiment affecté par le fait qu'il ne peut pas jouer 1, 2 ou 3 matchs? Sur l'ensemble d'une carrière, c'est rien. Sur l'ensemble d'une saison, c'est rien. Si vous regardez le nombre de blessures, etc. Comment on peut vraiment toucher les joueurs vraiment en disant, bien là, ça commence à m'embêter, cette suspension-là. Moi, je pense que c'est quand tu touches le porte-monnaie, puis pas à coût de 5 000 francs, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui gagnent 3, 4, 5, 6, 700 000 maintenant. C'est courant. Alors, si vous donnez 2, 3, 4 000 balles d'amende, 5 000 balles, ça ne vaut rien dire. Donnez 10, 15, 20... L'idée de la NHL, bon, les salaires ne sont pas publics, mais l'idée de la NHL de dire, bien, si les gars sont payés pour les 82 matchs, il y a Tom Wilson de Washington qui a été suspendu, ça lui a coûté 1 200 000. Et ça a été remis au fond des joueurs de temps pour les joueurs à la retraite, etc. Vous allez me dire, c'est pas les mêmes mesures, mais si 3 matchs, mettons qu'un gars est suspendu pour 5 matchs, 10 du championnat, 10 du salaire, bien, Vizère, s'il gagne 1,5 million, c'est 50 000 francs. Là, ça commence à faire un petit peu plus mal. Ça commence à agacer un peu plus. Ça commence peut-être ça retient les joueurs de se dire, bien là, 2 matchs ratés à la maison, un petit week-end, c'est pas grave. Mais si ça me coûte 10 000 balles pour 2 matchs ou 20 000 balles pour 3, ça commence à faire beaucoup. Mais les amendes sont individuelles, c'est-à-dire que c'est le joueur qui est censé les payer. Mais Serge, finalement, si on pénalisait 2 fois, c'est-à-dire si l'amende, c'était le joueur qui passait à la caisse et le club qui devait payer l'équivalent, par exemple, on doublait finalement l'amende pour le club. Est-ce que le club n'aurait pas tendance à dire maintenant, les gars, arrêtez, quoi? Oui, je pense qu'il y a peut-être aussi plusieurs clubs qui feraient justement peut-être payer le joueur en double. C'est-à-dire, nous, on n'est pas responsable de tes actions, je veux dire, qui sont hors normes sur la glace. Donc, on se refuse justement de payer tes fautes que tu commets sur la glace. Donc, ça ferait des sacrés débats à l'intérieur des clubs, effectivement. À l'époque où les amendes n'étaient pas très salées, pour une mec match, c'était genre 750 balles ou 800 balles. Moi, j'ai des joueurs que je nommerai pas ici, mais un jour, je pourrais les nommer, qui sont déjà venus. Non, c'est pas le bon moment. Parce que mais il y a des joueurs très connus en Suisse, c'est pas les plus sympas, qui ont commis des gestes dans des matchs. Moi, je leur ai donné une méconduite, 5 minutes plus méconduite pour le match. Et après l'entraîneur, parfois seul, après les matchs, parfois seul et parfois avec l'entraîneur, toquait à la porte des arbitres en disant « c'est trop sévère, écoute, ça va me coûter 750 balles. » Puis des hauts salariés, puis pas des commodes, parfois accompagnés par des entraîneurs très connus. Là, c'est sévère, tu ne peux pas faire quelque chose dans ton rapport pour l'enlever parce que ça va me coûter de l'argent. C'était 750 balles. Vous vous rendez compte? T'imagines comme ils doivent être sollicités maintenant, les arbitres, c'est 5 000 francs. Ils n'ont plus le droit de venir au vestiaire des arbitres. C'est à l'époque où on avait encore le droit de venir prendre une bière au vestiaire des arbitres puis discuter un peu le bout de gras. Mais je ne les nommerai pas ce soir. Mais il y en a plusieurs très connus encore. Maintenant, tu reçois un WhatsApp, en fait, tout simplement. Ils ne se déplacent plus. Voilà, genre un petit message. Tu ne peux pas faire quelque chose. Non, c'est trop tard. En tout cas, on continuera de tenir à jour, bien sûr, ce tableau et puis de faire le bilan en fin de saison plus sérieusement, bien sûr, sur les suspensions et le rapport avec les matchs manqués par les joueurs qui ont été victimes, justement, la plupart du temps, de ces charges. On va passer à cette soirée de National League. Il y avait 5 matchs au programme et il y avait surtout un match, évidemment, qui était suivi particulièrement. C'était la première d'Arnaud Delcourteau à domicile au Hallenstadion. Après une défaite lors du premier match à Langnau, vous affrontez le même adversaire. Pratique pour préparer votre rencontre quand vous êtes entraîneur, mais attention un petit peu à double tranchant, surtout si vous encaissez l'ouverture du score. Une ouverture du score signée Gagnon, ça avait déjà été le buteur 24 heures plus tôt du côté de Hilfis, et c'est lui qui va tromper Flueller pour cette ouverture du score. On est allé un petit peu regarder aussi, Stéphane, voir la hauteur de la crosse. Oui, la hauteur de la crosse de Gagnon, mais ça me semble, on rappelle, c'est la hauteur de la barre. Ça me semble pas du tout, même pas limite, on allait contrôler pour la forme, je pense, mais pas qu'au vol. Est-ce que le gardien peut faire quelque chose? Pas sûr. Laurence, le gardien y est pour quelque chose? Ça, c'est le but de Peterson. C'est la pénalité sur la Pegasus. Ça a donné pénalité, regardez bien. Hop, un petit accroché. En faute, on dit faute de dernier recours. Et ça donne un pénalité. Mais justement, et là, Florence Schelling, est-ce que Chiaccio aurait pu faire mieux? Moi, j'ai toujours dans un pénalité comme ça que ferme tes jambes. C'est simple parce que là, c'est souvent le joueur, il veut essayer de te déplacer comme ça que tu ouvres tes jambes. Ouais. Et puis c'est là-bas où ils peuvent tirer directement. Donc c'est exactement ça que Peterson il a fait. Quand tu fais un déplacement, il y a un moment donné, tu es obligé de pousser avec une jambe. Il y a un moment où tu écartes les jambes, mais la canne, c'est la canne qui doit... C'est la canne. Et puis ensuite, dès que tu vas sur la glace, tu refermes tout de suite tes jambes.
Qu'est-ce qui porte à confusion dans le tir de pénalité de Peterson? C'est qu'il vient avec une feinte de lancer frappé. Mais souvent, lors d'un pénalty, il utilise justement le lancer frappé. C'est ça. Donc, il a vraiment semé le doute dans la tête de Tchatcho. Oui, il a semé le doute et puis il n'y a plus de doute dans la tête des Zurichois parce que Bodenman qui va marquer le 2-1. Les Zurich qui virent en tête donc après 20 minutes de jeu. Et là, ça change passablement les choses évidemment du côté du Hallenstadion. Zurich qui va continuer sur sa lancée en deuxième période en marquant le troisième grâce à Maxime Leroux. On va retrouver Bodenman aussi parce qu'il est à l'origine de cette action. Il va lancer Hollenstein dans la profondeur. Ça va être un 2 contre 1. Et puis là, on l'a senti. Il nous a fait le bateau, là, Tchatcho, c'est ça, hein? Oui, je comprends pas pourquoi il le fait, parce qu'il est là-bas. Et s'il ne le ferait pas, j'ai l'impression qu'il aurait eu tout son corps devant le puck. Oui, parce qu'il fait son déplacement. Ouais. Puis c'est comme si d'un coup, voilà, il décidait d'essayer d'arrêter le puck finalement avec ses jambières, le bateau. Ouais, c'est étonnant. Et puis le 4-1 signé Bodenman, Hollenstein qui va forcer. Et oui, et ça, Stéphane, ça c'est un but. On va aller voir la vidéo parce que la cage va être déplacée. Et la question, c'est de savoir. C'est quelle question en fait? Je pose une question. Écoutez, si la cage est déplacée, si la cage se déplace, si le joueur a amorcé, le joueur qui tire a déjà amorcé son mouvement de tirer, ce qui est le cas ici. Regardez, il va tirer. À ce moment-là, de toute évidence, il va tirer, il tire dans le cadre. Et la cage est déplacée par l'action d'un joueur à la défense. Donc, c'est clairement Lardy qui s'appuie sur le poteau, peut-être poussé par Hollenstein, mais la cage est déplacée par l'action d'un joueur à la défense. Le joueur a amorcé son tir. Même si la cage est déplacée, on donne le but. Voilà, c'est simple. Si la cage avait été déplacée par l'action d'un joueur à l'attaque, on aurait refusé le but. D'accord. Donc là, on estime que c'est compliqué de savoir. Hollenstein n'a pas sciemment déplacé la cage. Si ça avait été le cas, logiquement, on aurait dû annuler le but. Mais là, c'est pas clair. Là, on juge que c'est la responsabilité de joueur de langue, non? Et puis que le puck aurait rentré de toute façon, même si elle est déplacée de quelques centimètres, c'était de toute façon au but. Alors, on accorde le but. Voilà le règlement. Et doublé de Bodenman, score final 4-1. Première victoire d'Arnaud Delcourteau à la tête justement de ces ZSC Lions. Serge Pelletier, cette première victoire à domicile quand on prend un club. Lorsque la saison passée, ce club avait déjà changé d'entraîneur, qu'il était devenu champion avec l'entraîneur numéro 2. Est-ce que finalement, on ne s'enlève quand même pas un gros poids sur les épaules? Moi, je pense que ça fait ouf après cette première victoire parce que je pense que l'effet psychologique, justement, hier soir à Langnau n'a pas vraiment fonctionné du côté de Zurich. Ce soir, on s'est repris de belle façon. Et puis, je pense maintenant que Arnaud Delcourteau va avoir un peu plus de temps pour poser ses bases et puis bien faire comprendre à ses joueurs qu'est-ce qu'il veut exactement avec son système de jeu et surtout son intensité qu'il veut mettre sur la glace avec sa nouvelle équipe. Ouais, il y avait le retour de Kevin Klein en défense du côté des ZSC Lions qui était malade la veille. Et puis le début, enfin c'est son troisième match déjà de Dominique Moore. On en a parlé hier, justement, qui a une grosse expérience dans les NHL. On va voir ce que ça va donner véritablement pour la suite pour les ZSC Lions, puisqu'il y aura des grosses semaines de toute façon pour toutes les équipes à partir de mardi. Allez, Berne-Lugano, c'était notre match studio du côté de la Post Finance Arena. Rappelez-vous, Berne restait sur une défaite dans cette même Post Finance. 3-0 contre Zug et que Lugano s'était défait notamment de Fribourg la veille à domicile. Il a fallu attendre la fin de la deuxième période, enfin 35e minute de jeu, pour voir cette ouverture du score signée Bibert, Stéphane, dans un match qui a été un petit peu à deux facettes. On a vu Lugano pendant 30 minutes. Ensuite, on a vu Berne. Oui, le Lugano a eu créé pas mal d'opportunités. Berne n'était pas spécialement bon au début de match. Et puis, ils ont pris tranquillement l'ascendant. Ils ont eu de la réussite aussi. Regardez, cette feinte-là de Bieber est bien. Mais on a donné quand même beaucoup de contre-attaques au deuxième tiers, ce qui a changé le momentum du match. Et là, au début du troisième tiers, ça fait mal. C'est le 2-0. Ça a été le but vraiment qui a cassé un petit peu les reins de Lugano. À partir de ce moment-là, on a senti que Berne prenait vraiment l'ascendant, le contrôle du match, un rebond favorable. Et puis, encore une fois, sur une bonne entrée de zone, c'est un 3 contre 2, regardez. Journée qui recule pas mal et c'est Kempf, c'est pas Ruffner Katchus, c'est Kempf qui... Non, c'est Kempf qui a marqué en effet, sur ce bon travail de Mourchak préparatoire. Et puis ensuite à 5 contre 4 dans les dernières secondes, puisque oui, il y avait une supériorité numérique, mais bernoise n'a pas pu sortir le portier Merslikins. Et c'est finalement Ebet qui a pu marquer le 3-0. Si vous étiez avec nous en début de soirée, on parlait beaucoup et on parle de Merslikins outre-Atlantique. Ah oui.
du côté de la NHL. Florence Schelling, vous l'avez vu jouer, quand même, c'est Elvis Merzlikins. Est-ce que vous pensez qu'il a les épaules pour pouvoir jouer, on va dire, en NHL? Merzlikins en NHL, possible? Je dirais que oui. C'est clair que tous les débuts sont difficiles. Ça serait aussi difficile pour lui au début, mais je pense dans l'avenir, certainement. Il est pressenti au Columbus Blue Jackets. Hier soir, match de NHL canadien de Montréal à Columbus, le co-commentateur Marc Denis, ancien gardien de NHL, disait dans ses commentaires de match que le gardien numéro 1 actuellement de Columbus, Bobrovsky, serait échangé, ou en tout cas quitterait Columbus pour faire de la place à un nouveau gardien qui serait Elvis Merzlikins. On dit que Elvis Merzlikins, on a dit hier soir à la télévision dans la NHL que Elvis Merzlikins était considéré comme le meilleur gardien en dehors de la NHL actuellement. Donc, gros compliment. Et il serait senti pour signer un contrat pour être deuxième gardien du côté de Columbus la saison prochaine. À suivre, affaire à suivre. Mais en tout cas, si l'information est sortie, c'est qu'il n'y a sûrement pas de fumée sans feu parce que normalement, Marc Denis a de solides informations, ancien gardien de la NHL, bien branché partout. Donc, attendons voir. Peut-être que les choses sont presque réglées pour lui du côté de la NHL. Serge? Bon, bien entendu, je veux dire, souvent, on veut échanger un gardien. Il faut trouver preneur. Il faut également que tout cadre au niveau du cap salarial et tout. Mais normalement, je veux dire, là, on rentre dans une phase, on est pratiquement à moins de 30 jours de la date limite des échanges au niveau de la NHL. Donc, on veut justement se séparer des joueurs qui vont devenir joueurs autonomes sans compensation. Donc, le gardien de Columbus, en ce moment, en est un. Et puis, a déjà aussi refusé une offre de contrat, de prolongation de contrat à Columbus. Donc, je crois qu'il voit définitivement son avenir ailleurs parce qu'il veut effectivement pas jouer pour cette franchise la saison prochaine. Oui, on aura plus de nouvelles du cas Merzlikins, vous comprenez, d'ici quelques jours, normalement. Réaction à l'issue de cette large victoire donc, du CP Berne, finalement 3-0 ce soir du côté de la Post Finance Arena. On va écouter tout de suite la réaction de Gaëtan Haas. Gaëtan Haas, on a senti un CP Berne prudent. Est-ce que l'ouverture du score vous a vraiment libéré ce soir? Ouais, je pense qu'elle a fait du bien parce qu'on n'a pas vraiment entamé le match de la manière qu'on voulait. Ils nous ont mis pas mal de pression. Ils ont été bons dans le premier tiers. On va dire qu'on a un peu laissé passer l'orage. Et ensuite, on a réussi à mettre ce goal et je pense que ça a tout débloqué. Ensuite, on a vu dans le troisième tiers, peut-être qu'il leur manquait un peu d'énergie vu le match d'hier. Et nous, on a réussi à mettre une pression qui est sur un troisième tiers et positive. Ouais. Est-ce que c'est la grande force du CP Berne cette saison, c'est de pouvoir changer de rythme un peu quand vous voulez? Alors, je ne pense pas que c'est quand on veut, mais je pense qu'on sait qu'on peut s'appuyer sur un bon système. Il y a tout le monde qui commence à l'appliquer et qui ne doit plus réfléchir à où je dois aller. Et je pense que maintenant, on est solide derrière. Et ensuite, ces derniers temps, on a eu un peu de peine à marquer. Et aujourd'hui, c'est bien qu'on en mette 3. Merci beaucoup, Gaëtan. Voilà pour cette réaction à chaud de Gaëtan Haas. Et puis c'était notre match studio. Bien sûr, on va passer à nos tops et flops de ce match studio avec nos invités. Florence, le top. Tiens, c'est un gardien et c'est Giannoni. Exactement. Leo Giannoni, il a fait de nouveau un match incroyable. Il a réussi de faire le 9e blanchissage cette saison. Ça, c'est un numéro dingue. Il est stratosphérique au niveau de ses statistiques personnelles, 9 blanchissages. Ça fait peur. Non, mais je ne sais plus en combien de victoires, mais... Il y a une vingtaine de victoires, 22, 23 victoires du côté de Berne, 9 par blanchissage. Seulement ça. Ouais. Je me demande, il faudrait qu'on fouille un petit peu dans les... victoires, ouais, puis en Europe, dans les autres championnats. Pour voir si c'est pas KHL, c'est assez Saint-Pétersbourg et Moscou qui sont des équipes très, très, très dominantes et très, 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 très riches dans une ligue un peu spéciale. Mais ils étaient à un tiers à peu près, d'après ce qu'on avait vu. Là, de blanchissage. Un tiers de blanchissage. Sur les nombres de victoires, un tiers avait été par blanchissage. Ouais. Mais là, on est au-delà d'un tiers, on était déjà à 40 la semaine dernière. Donc là, on passe à... On est dans des chiffres d'un autre monde. Absolument. Alors, le top, très simple. Le flop, finalement, Serge. Moi, je pense que la Union, ce soir, on a été très discret. Je pense qu'on attend, justement, dans la situation de Lugano en ce moment, qui cherche des points pour revenir dans les 8 premiers. On a besoin d'un la Union avec beaucoup plus d'impact sur le match. Ce soir, l'impact n'était pas suffisante dans son cas à lui. Et puis, il est là justement pour dynamiser
son bloc. Ce soir, on a réuni les 3 étrangers ensemble avec Lapierre et puis Klassen sur le même bloc. Donc, c'était sa responsabilité, justement, de prendre le leadership de son bloc. Et puis, à 3-0, bien entendu, on n'a pas eu la production espérée du côté de Lugano. Oui, encore une fois, peut-être décevant, la Union, justement, dans une rencontre. Et bien, on va rester là pour ce match-là. 3-0 donc pour Berne face à Lugano. Allez, on va revenir, si vous le voulez bien, à cette soirée de National League. Cette fois-ci, donc en Suisse, avec la rencontre entre Fribourg-Gotteron et Zug. Compliqué pour Fribourg-Gotteron. La veille, battu à Lugano, affronté le leader, qui restait là aussi sur une grosse performance face à Bienne à domicile. Eh bien, pour Fribourg, ça tournait un petit peu au cauchemar, on va dire. Mais avant ça, il y avait quand même l'information de la soirée. C'est la présence d'Eschliman dans la cage, puisque Tobias Stephan avait été touché la veille avec un contact avec Pedretti dans le match contre Bienne. Et il n'était pas sur la feuille de match. On attend encore des nouvelles, bien sûr, du gardien numéro 1. Mais un mot, Florence Schelling, vous étiez hier à Zug. Vous avez vu Eschliman jouer quasiment tout le match. Ce soir, blanchissage pour lui. Très bon gardien? Oui, j'étais vraiment impressionnée comme il a joué hier. Il est rentré dans le but après que Tobias Stephan s'est blessé. Il est rentré, puis j'avais l'impression qu'il a déjà joué 20 matchs. Il était vraiment sécure dans les buts. Il a fait ses arrêts qu'il a dû faire. Il a vraiment très, très bien joué. Donc, j'étais excitée de nouveau voir jouer aujourd'hui. Et puis, un blanchissage vraiment fantastique. Et puis, je suis content qu'il peut jouer comme ça. Oui, 2 grosses performances de la part d'Eschliman, véritablement. Et puis, on va voir aussi qu'au niveau de l'attaque zougoise, c'est pas mal non plus, puisque Zoug va marquer, regardez, tous ses buts quasiment en situation spéciale, avec l'ouverture du score signée Garrett Rowe à 4 contre 5, Serge Pelletier. À 4 contre 5. Ça, on sait que c'est le genre de but qui fait mal, évidemment, à son adversaire. Oui, tout à fait. Je veux dire, c'est les buts qu'on veut complètement éviter parce qu'on est en supériorité numérique. On voudrait prendre le momentum du match, justement, en marquant un but à 5 contre 4. Et puis, lorsqu'on encaisse, justement, lorsqu'on est en supériorité numérique, ça fait doublement mal. Oui, le seul but de ces 20 premières minutes de jeu, bien sûr, pour Zoug qui mène au score. Mais il y a une autre action qu'on a voulu voir. On est en fin de période. Une action qui a passablement énervé Julien Sprunger, le capitaine, justement, de Fribourg-Gotteron. C'est un contact genou contre genou. C'est ce que semble dire, en tout cas, Julien Sprunger après sur les images, entre Morand et Miller. Pas de blessé de part et d'autre, Stéphane, mais compliqué sur les images. Regardez, c'est difficile de dire s'il sort le genou ou non, ou si c'est accidentel. En tout cas, il vient en contresens. Morand, on sait, c'est pas un ange. Il aime bien venir à contresens contre ses joueurs. Et là, Julien est en train d'expliquer. On lui t'a donné un coup de genou. Regarde, voilà. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y a pas eu de pénalité majeure, mais les images ne nous permettent pas de dire si vraiment il y a faute ou non. Il y a eu 2 minutes sur l'action. Oui, il y a eu des pénalités mineures, bien sûr, notamment de part et d'autre. On se retrouve en deuxième période. Et Zoug va doubler la mise. Là aussi, il n'y a eu qu'un but par période dans ce match. Situation spéciale. Et puis, Everberg, Serge, encore et toujours Everberg. On en parle chaque semaine, on en parlait hier, même dans le match avant Bienne. Il avait déjà marqué, et là, rebelote pour lui, dans sa position favorite. Oui, le défenseur de Zug, justement, qui se contente seulement de placer le puck sur le filet adverse. Et puis, tout de suite, le joueur de Zug, de belle façon, s'empare du rebond. Et puis, ça devient un peu un jeu d'enfant, justement, de marquer ce but avec un rebond aussi favorable. C'est un joueur qui a fait presque tous ses points, on en parlait hier soir, qui a fait presque tous ses points sur le power play. Hier soir, avant le match d'hier, il y avait 12 de ses 14 points en supériorité numérique. Il a marqué son premier but hier soir à 5 contre 5. Et il est vraiment tout le temps devant le but. C'est un gros, grand gaillard. Il a un gros gabarit de rebonds. Mais il récupère beaucoup de rebonds aussi. Puis il a la lucidité de les remettre rapidement sur les côtés c'est un gars qui dispatche très bien la rondelle et ça fonctionne bien. C'est un gars qu'on n'attendait pas là. Ce n'est pas un gars qui a affolé les statistiques. Il n'a jamais affolé les statistiques partout où il est passé. Et là, pour l'instant, c'est du 1 point par match. Oui, il est très, très bon, en effet. Et puis, difficile de le déplacer. Quand il campe devant la cage, un beau bébé. C'est un beau bébé. Et puis, le troisième but. Regardez, on a sorti le gardien très tôt là, du côté de Fribourg-Gotteron. On est mené de 2 buts. Et puis, ce but signé Albrecht, finalement, qui va clore le score 3-0 pour cette équipe zougoise. Florence Schelling, Zoug, c'est le favori au titre avec Berne pour vous?
Ben, je dirais s'ils continuent de jouer comme ils ont joué les derniers matchs là, oui, absolument. Vraiment, hein, complet. Hein. On sent en plus cette équipe. Est-ce qu'elle n'est pas prête trop tôt, j'ai envie de dire, ça c'est peut-être la question, parce qu'on a vraiment l'impression que tout tourne. Il y avait le retour de Diaz quand même ce soir aussi si en défense. Si on dire ça de Berne aussi, parce que Berne sont prêts depuis le début. Bien sûr, absolument. Bah, c'est les deux meilleures équipes. Voilà. On est d'accord. Forcément, ils n'ont pas. Zug a eu un petit coup de mou là, quand ils ont eu des blessés, etc. Mais même pas un léger coup de mou là, après une dizaine de matchs, parce que Rowe a été absent, McIntyre a été absent. Bon, on a joué souvent avec 3 étrangers aussi, donc ça n'a même pas paru. On a perdu Stolberg, Everberg arrive. On pensait que ce serait difficile. Mais non. Il n'y a pas Klingberg, il n'y a pas McIntyre. On se dit, Klingberg ne joue pas, ils vont perdre quelqu'un devant la cage. Stolberg part. Finalement, avec Everberg, ils vont retrouver les deux. Long fleuve tranquille, tout va bien. On a changé d'entraîneur aussi. On ne parle jamais de... La majorité des gens ne connaissent même pas de son nom, Tangness. On a changé d'entraîneur, on n'entend pas parler de rien. Silence radio. Tout va bien. Un long fleuve tranquille encore une fois. On poursuit sur la lancée. Oui, ça c'est du côté de Zouk. Par contre, du côté de Fribourg, c'est un week-end à 0 points. Et forcément, c'est la soupe à la grimace. On va écouter tout de suite la réaction de Kylian Motet. Kylian Motet, défaite 3-0 face à Zug, le leader. Comment est-ce qu'on explique d'être resté muet ce soir face à Zug? Ouais, je pense que on sait que c'est une très bonne équipe. Maintenant c'était à nous de shooter un maximum, de mettre un maximum de trafic devant le goal. Et puis voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Malheureusement, on n'arrive pas à marquer. Vous avez toujours de la peine en power play. Vous encaissez ce soir un but sur cette situation-là. C'est les situations spéciales qui ont décidé de cette rencontre. C'est un aspect qui est très important. Vous continuez quand même à le travailler beaucoup, j'imagine, à l'entraînement. Ouais, c'est sûr que c'est quelque chose d'important. Effectivement, on essaie de le travailler à l'entraînement aussi. Après, malheureusement, on prend un goal quand nous, on est en power play. Donc voilà, c'est vraiment à nous de régler ça et puis de travailler fort sur les petits détails pour pas que ça arrive. Vous restez quand même au contact de la barre. Il y a un match important mardi soir face à Zurich. Tous les matchs sont importants maintenant jusqu'à la fin du championnat. Oui, c'est sûr. Tout le monde sait comment le championnat est serré. Donc voilà, c'est important de jouer à fond tous les soirs et puis d'engranger le maximum de points. On sait que pour les playoffs, ça va être serré jusqu'au dernier match. Donc ce sera à nous de travailler pour faire ces points-là et puis d'aller en playoff puis de travailler fort. Merci beaucoup, Kylian. C'est compliqué pour Fribourg-Gotteron. Le mois de décembre, c'était pas folichon. Puis là, le mois de janvier, Stéphane, 6 matchs, 8 points pour Fribourg. C'est clair que c'est pas le départ idéal. C'est vraiment... On sent que cette équipe-là, PN, va vraiment lutter, cravacher fort jusqu'à la fin. Ça va jouer sur des tout petits détails. Mais on sent que Fribourg n'a pas cette puissance pour prendre l'ascendant, prendre en contrôle les matchs. Il faut vraiment que les étoiles soient alignées pour qu'ils aient des points. Oui, on le voit et puis on le verra de toute façon avec le classement. Ça varie tellement de week-end en week-end. Vous faites 6 points, vous êtes formidable. Vous faites 0 points et hop, ça redescend. On va voir ça. Allez, autre rencontre, Rapperswil-Ambri-Piotta. Ambri qui restait sur un succès hier soir du côté de la Valachia. Elle se déplaçait chez la Lanterne Rouge, Rapperswil. Il fallait 3 points. Mais Ambri va connaître un premier tir catastrophique et surtout une entame de match catastrophique. Tiens, notre ami Kevin Clark, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu. Il se retrouve du côté de Rapperswil, c'est un joueur qu'on connaît. Il était déjà passé justement, me semble-t-il, par la Suisse. Et c'est Kazout et Christo pour les assists de ce 1-0. Et franchement, Serge parle de triangulation. Celle-ci, elle est pas mal du tout pour cette ouverture du score. Oui, tout à fait. On laisse Clark complètement libre dans le haut de l'enclave. Et puis, bien entendu, lorsqu'on déplace le puck derrière la ligne des buts, il y a tous les regards, léventins qui se retournent justement vers le puck et puis ça libère le joueur dans l'enclave. Le tir terrible signé Wellman pour le 2-0. Regardez ce tir sur réception avec un Benjamin Comte, arrêtable ou compliqué? Moi, j'ai voulu dire qu'il a fait une faute de se mettre par terre au poteau. Du joueur qui est venu du côté. Et puis là, il était trop tard quand le tir il est venu du slot. Donc là-bas, s'il n'aurait pas été par terre, je pense qu'il aurait eu une meilleure chance. Il aurait juste eu le temps de reprendre, justement. Allez, en tout cas, ça sera le temps mort, mais on va surtout donner un penalty ensuite pour cette faute sur Schlagenhoff, avec toujours des confettis envoyé nonchalamment. Bon coup de Sherwood, hein, comme on dit. Un bon coup de Sherwood dans les jarres. Hein?
On cite pas de marque. Oh, c'est pas de marque. Je ne sais même pas si elle existe encore en plus. Cette marque. Si, mais c'est dans la forêt de Sherwood. Ok, Christo qui va battre entre les jambes pour le plus grand bonheur de Florence Schilling, Benjamin Conze, puisqu'on se rappelle Elle a dit. Voilà, pour pas être battu entre les jambes, tout simplement. Mais là, c'est un beau jeu quand même. Conze, il est dans une drôle de position au moment du shoot, non? Oui, là il fait pas un butterfly, il fait un demi-butterfly dans une situation où il vraiment... Là, si le tir il vient, il doit descendre. Il doit descendre, et puis fort. Oui. Il n'était peut-être pas dans sa soupe parce qu'on l'a changé après, non? On l'a changé à l'entame de la deuxième période. En effet, on a mis Manzato dans la cage à la place de Benjamin Conze. Et finalement, ça va sonner le réveil d'Ombrie aussi, parce que dans cette deuxième période, les Levantins vont remporter ce tiers en marquant à 2 reprises, 33e minute de jeu. Zwerger, bien lancé par Hofer. Décidément, il fallait glisser les pucks entre les jambes, en tout cas ce soir, pour réussir à battre les gardiens. En tout cas, c'est le but de l'espoir, on va dire, pour Ombrie Piotta qui doit se relancer, parce que je pense que Luca Cereda, il avait peut-être coché, on va dire, la cage Rapperswil. Il a échappé à côté de la passe, c'est magnifique, mais la feinte aussi. Le Zwerger, il est très, il le met en haut. Vraiment habile devant la cage. Regardez, une petite feinte directement en dessous de dans la lucarne. Donc, très difficile pour le gardien de contrer tout ça. Matt D'Agostini, qu'on ne voit pas beaucoup depuis son retour au jeu, mais cette fois-ci, il est plutôt bien placé. Et c'est lui qui va mettre véritablement Ombrie Piotta une nouvelle fois sur orbite, avec ce deuxième but pour les hommes de Luca Cereda, 3-2 après 40 minutes de jeu. Il est tout seul, étrangement, absolument tout seul. Il a tout le loisir, peut prendre son temps, contourner le gardien. Une erreur de couverture flagrante. Erreur de couverture, et puis là, le but gag. Non, quoique, le petit coup d'œil, paf, du backhand, Serge Pelletier. Franchement, on en a beaucoup parlé hier. Il fallait vraiment oser justement de faire un backhand de la sorte pour marquer. On voit que même les joueurs Levantins, il y en a qui ne s'attendaient justement pas au backhand. On anticipait qu'il était pour mettre le puck dans le coin de la patinoire. Et puis, on voit le joueur, justement, là, d'Ombrie qui se dirige vers le coin de la patinoire. Et puis, qui essaie de revenir, puis c'est trop tard. Donc, un geste assez futé de la part de Clark pour mettre fin au match. Oui, fin au match. Victoire, finalement, de Rapperswil 4-2. J'ai presque envie de dire, elle va encore jouer des mauvais tours à pas mal d'équipes, finalement, cette équipe de Rapperswil. Ils sont à la maison. Non, il n'y a rien à perdre. Donc, de toute façon, quand tu vas là-bas, pour les autres équipes, c'est absolument gagné. Si tu ne gagnes pas, c'est un échec, puis tu te fais ramasser, puis tout le monde dit que c'est inadmissible. Mais ils vont quand même faire quelques points. Ils en ont fait quelques-uns. Mais ils sont toujours dans le match. Ils ne se font jamais complètement ramasser. Bon, vous allez me dire ce soir, ils ont été opportunistes. 49 tirs pour Ombrie, 21 pour Rapperswil. Peut-être un petit hold-up là, mais ça arrive de temps en temps. Ils ont marqué des buts qu'ils méritaient, parce qu'ils n'ont pas volé les buts. C'est des belles pièces de jeu. Ils ont été opportunistes, et puis ça va leur arriver. Depuis le début de l'année, beaucoup de peine à marquer des buts. C'est une équipe qui marque 1,5 but par match. Et puis ce soir, dans les 10 premières minutes, ils n'avaient pas l'air d'une équipe qui marquait qu'un but par match. Ils avaient l'air des champions offensivement. Oui, puis après, évidemment, c'est un départ catastrophique pour Ombrie, parce que quand vous êtes mené 3-0 après 20 minutes de jeu, c'est assez compliqué forcément. Dernière rencontre de cette soirée, Bienne recevait Davos, Bienne à la veille qui avait été battu chez Zug, et qui évidemment devait réagir à domicile. En général, ça se passe toujours mieux à domicile pour Bienne qu'à l'extérieur. En tout cas, cette saison, ça s'est vérifié encore une fois, puisque Damien Brunner va marquer, et là, Florence Schilling. Florence, aide-nous, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Où est passé le puck? Entre les jambes. Voilà, un autre qui n'a pas fermé les jambes. Oui, non, mais là... Où est passé le puck? Où est passé le gardien? Un des deux. Où est passé Seine sur cette action, en effet, pour ce 1-0. Bienne qui va doubler la mise, justement. Encore une fois que les jambes. Avec ce tir de Pedretti. Non, mais là, c'est un tir de l'enclave à courte distance. C'est difficile de blâmer le gars. Là, on l'accorde. Le premier... Oui, là, il y a eu un déplacement qu'il a dû faire avant qu'il a ouvert les jambes. Mais en même temps, il était en très... plein centre. Non, on ne peut pas prendre ce but-là, non? Moi, je suis dur avec les gardiens. J'ai l'habitude d'être dur avec les gardiens. Et là, je trouve que Seine, vous avez pu lire sur ses lèvres. Je pense qu'il n'est pas content avec lui-même, mais avec raison. Et Schliemann va réduire le score, le but de l'espoir pour le HC Davos, à la suite de ce rebond assise de la bande, comme on dit.
favorable, on peut dire ça. En tout cas, c'est 2-1 dans une période qui a été largement dominée par Bienne, notamment au niveau de la statistique des tirs. Après 12 minutes, il y avait quelque chose comme 14 shoots à 2 en faveur du HC Bienne, qui devait peut-être se faire pardonner quelque chose. En tout cas, 2-1 après 20 minutes. Et on va continuer comme ça sur ce rythme du côté de Bienne en deuxième période, puisque c'est Robbie Earl, on va le voir, qui va marquer le 3-1. Un Robbie Earl qui avait été buteur, qui avait marqué hier face à Zug, et qui va marquer ce troisième pour le HC Bienne. Robbie Earl, à qui on reprochait de ne pas avoir beaucoup marqué de buts cette année, il a marqué hier. Il a marqué ce soir. C'est pas un Davosien qui fait un assist, là? Il y a une petite erreur, regardez, hop, c'est le futur Eldner, ça c'est pas le futur Lausannois, non? Sur, je sais pas, mais sur le premier but, c'est une passe directement du défenseur de Davos sur la canne d'un joueur de Bienne, sur le troisième également. Donc, beaucoup de revirements ce soir dans ce match. La soirée des cadeaux. Ouais. Des cadeaux. Rodin va marquer le deuxième pour Davos à 1 minute 37 de la fin, vous le voyez, de la deuxième période. Assist de Lindgren. Une bonne petite passe ici. Le joueur qui est presque couvert. Il y en a deux qui se dirigent sur lui. Il n'y a pas beaucoup d'espace. On ne peut pas dire que c'est une grosse erreur de marquage. Et il y a juste un petit moment d'inattention. Allez, quelques centimètres, regardez. On lui donne un petit gap et puis il réussit à... Mais dans l'angle où il était, c'est pas facile. Le puck vient comme ça, il réussit à faire un one-timer dans l'autre sens. Ouais. C'est un geste technique assez impressionnant. Oui, et puis jolie passe de Lindgren sur ce coup-ci. On se retrouve en troisième période, les esprits qui vont s'échauffer, on va le voir. 47e minute de jeu avec une belle bagarre. Regardez, hop là, Rayala qui finit dans la cage. C'est Young qui lui a dit tiens, regarde, va toucher le poteau un peu. Pam, voilà. Rayala. Et ça aurait pu être dangereux parce qu'il n'est pas très grand, Rayala. Il aurait pu finir à plein de la tête sur la barre transversale. Il met bien le coude. Mine de rien. Et puis ensuite, ça va partir en cacahuète, comme on dit, avec les clients habituels. En tout cas, on a vu Pouliot, il y a la distribution de pénalités. Mais Bienne va bien s'en sortir dans l'histoire, parce qu'il va se retrouver à 5 contre 3, absolument. Et du coup, marquer le but de la sécurité, le 4-2, signé Damien Ria. One-timer. Ils se sont fait 2-3 passes avant. Ensuite, ils ont dit tiens, à toi. Non, finalement, c'est d'accord. Il faut tirer. À 5 contre 3, c'est ce qu'il faut faire. Il faut bien bouger le puck, pas les patins. Donc, bonne exécution, tir sur réception. Il faut vous dire que Bienne, ce soir, a profité de nombreux avantages numériques. A joué plus de 12 minutes en supériorité numérique. Davos, que 2-3 petites minutes. Donc, Bienne a su capitaliser, profiter des erreurs. Et puis, je pense que Davos, de ce qu'on a vu, c'était pas un gros match à part de Davos, là. Beaucoup d'erreurs. Le gardien, pas terrible. Même Florence l'a dit. Donc, si elle l'a dit, c'est que c'est vrai. Et puis, voilà. Donc, petit match de Davos. Bonne victoire qui va faire du bien à Bienne à la maison. Parce que Bienne, mine de rien, ils se rapprochaient de là-bas. Ils sont toujours pas très loin, mais... Mais il y a beaucoup d'équipes qui ne sont pas très loin de là-bas. Oui, mais ils font partie du lot des équipes qui sont plutôt au milieu qu'en haut. Oui, en effet, on va voir ça. Mais avant cela, une petite réaction évidemment du côté de Bienne. Après ce succès face au HC Davos, on va écouter la réaction de Marco Pedretti. Marco Pedretti, belle réaction du HC Bienne après la défaite de hier soir. Vous êtes notamment rentré ce soir très bien dans la partie. Ouais, exactement, on avait des consignes de commencer fort, de mettre la pression sur cette équipe avec le long voyage qu'ils ont eu. Et puis ce soir ça paye, ça fait du bien de prendre ces 3 points à la maison. Vous avez dominé tout au long des 60 minutes. Le suspense a été entier. Qu'est-ce qui vous a manqué pour vous mettre plus vite à l'abri? Ouais, on a fait beaucoup de shoots, on a eu des bons power play. Et je pense un petit peu de réussite de nouveau, mais on en met 4 ce soir, donc on va pas se plaindre pour cette victoire. Quelle est la clé du succès à domicile? Maintenant, ça fait 4 victoires sur 5 matchs ici à la Tissot Arena. Ça vous permet surtout d'engranger des points. Oui, exactement, c'est très important. On voit qu'on a un peu du mal à l'extérieur, donc les matchs à domicile, il faut les gagner. Il n'y a pas le choix pour rester au classement. On l'a vu ce soir encore, c'est très très serré. Merci beaucoup. Voilà pour cette réaction de Marco Pedretti. En effet, c'était le 5e et dernier match de la soirée. Il est temps de récapituler les résultats, bien sûr. Avoir un visuel, finalement, des scores de ce samedi soir en National League. La victoire
du CP Berne, 9e blanchissage, faut-il le rappeler, pour Leonardo Giannoni face à Lugano 4-1. Le premier succès d'un certain Arnaud Delcourteau à la tête des ZSC Lions. Victoire également à domicile de Bienne. Seul succès à l'extérieur, celui de Zoug face à Fribourg-Gotteron. Et la victoire de Rapperswil face à Ambri Piotta. Le classement de National League en ce 19 janvier. Zoug, toujours leader, 3 points de plus face au CP Berne. Bienne, 3e, 59. Langnau, 57, 35 matchs disputés pour les deux équipes. Lausanne, 37 rencontres, 57 points. Les ZSC Lions, 56, qui font quand même une bonne opération aussi. 55 pour Ambry qui fait du surplace. Genève Servette, 54. Et puis Fribourg-Gotteron qui se retrouve à 4 points de la barre. Mais on y voit un petit peu plus clair. Alors certes, Lausanne a 2 matchs de plus. Mais sinon, on se retrouve à 35 rencontres avec notamment Lugano qui n'est pas très loin. Pas très loin. Oui, car il est à 4 points de la 8e place. Donc, Lugano, c'est une grosse victoire hier contre Fribourg, Lugano. Ils ont perdu ce soir à Berne. Donc, ça va être serré jusqu'à la fin. Plusieurs fois qu'on le dit, il me semble. Absolument. Et je suis sûr qu'on le dira le week-end prochain. On peut mardi. C'est ça? Oui, c'est vrai. C'est vrai, les vérités, on peut les dire tant qu'on veut. Absolument. Voilà. Je pense qu'on va terminer là-dessus, parce que je ne vois pas ce qu'on pourrait rajouter d'autre, à part remercier bien sûr nos invités. Merci beaucoup Florence Schilling, merci Serge Pelletier d'avoir été avec nous. Ce soir, on vous donne rendez-vous, vous l'avez compris, mardi. On n'attendra même pas le week-end prochain. Non, oui, avec 6 matchs au programme. Oula, ça va être chaud bien sûr. Et la rencontre notamment entre, on parlait du Lausanne Hockey Club, qui affrontera le CP Berne. Gros test à Malais, et nous on se retrouvera à partir de 19h25. Merci à toute l'équipe technique, très bonne fin de soirée à tous, bon week-end, bye bye.